Wesh les gens. Wesh wesh yo. Bienvenue les gens. C'est le live. Attendez, c'est n'importe quoi ce live. Toujours comme d'hab, je vérifie qu'on m'entend bien. On m'entend bien. Je vais mettre sur Twitter que je suis en live. Je suis en live. Là, c'est vraiment le live en viteuf parce qu'il fallait absolument qu'on fasse ce live sur la Palestine, sur le soutien à la Palestine. Ça fait quelques semaines déjà qu'ils traînent ce live et voilà. Voilà. Attendez. Je mets sur Twitter que je suis en live. Voilà, ça part en live. Euh, sur le soutien à la Palestine, parce que c'est le sujet de ce soir. Hein. De toute façon, bon, c'est la moitié de mes lives, c'est ça. Quoique, on va parler de ce qui va arriver la semaine prochaine, et il y a d'autres trucs qui arrivent sur cette chaîne. Alors, juste, je vais pas tergiverser très longtemps, parce que je vais pas avoir énormément de temps, les gens. J'envoie juste le voilà, le message, notamment sur Twitter, parce que c'est là que je suis le plus actif, n'est-ce pas? Voilà, clac. Le live sur le soutien à la Palestine. Quelques infos aussi, je vais parler vite fait de... voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on était en live avec Supplémentiel, hein, comme d'hab. Je vous mets Supplémentiel dans le chat, parce que, voilà, c'était live ce matin avec Batalex aussi, pour regarder... Batman de 92, c'était trop bien. Cet après-midi, là, jusqu'à 18h, on était en live aussi sur la chaîne du collectif Le Réseau. Pareil, je vous le mets aussi. Collectif Le Réseau. N'hésitez pas à vous abonner à toutes ces chaînes, hein, les gens. C'est des chaînes où j'interviens régulièrement. On a invité Top Shot Film, la boîte de prod. On a montré 4 de leurs courts-métrages qui sont trop bien. On a parlé de ce que c'est que la production de films, et en particulier de courts-métrages, mais aussi de longs-métrages, parce qu'ils sont mis au long-métrage. C'était trop bien. Allez voir Avant que les flammes ne s'éteignent. C'est un film qu'ils produisent. C'est le film avec Camélia Jordana, avec Fianso, tout ça. Il est trop bien sur sur la question des violences policières et comment une famille qui est heurtée par un de leurs proches qui est décédé suite à une violence policière, comment elle va devoir se construire et se reconstruire, quoi. En très résumé, c'est ça. Donc allez voir ce film, il est en ce moment en salle et voilà, il le sera plus encore pour très longtemps. Pour ce qui nous intéresse ce soir, c'est le soutien à la Palestine. Pourquoi, comment? Ouais, vous voyez que d'habitude, moi, je parle chill, là, je parle speed. On va commencer par lire un article sur la situation en Cisjordanie. Voilà, un article qui dit une Nakba se déroule en ce moment, également en Cisjordanie occupée. Donc, quand on nous dit guerre, Hamas, Israël, machin, tout ça, c'est des conneries. Hein. Et donc c'est ce qu'on va voir, comment en fait c'est bien une guerre qu'Israël fait aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Ensuite on regardera aussi des vidéos sur Gaza et on terminera sur une vidéo sur le BDS, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Bon, on démarre tout de suite parce que je dois recevoir, voilà, je dois voir quelqu'un je sais pas exactement quand, ça devrait être d'ici 1 heure, quelque chose comme ça. D'ici 1 heure, 1 heure et demie. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter ce live. Donc j'ai essayé de faire court. Et donc j'essaie d'être rapide. Donc passons tout de suite au visionnage. Let's go. Ok, tout marche presque bien. Qu'est-ce qui se passe là sur ma capture de fenêtre? Alors attendez. Pourquoi je l'ai en double? Je l'ai en double là. J'ai en double ma capture de fenêtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je sais pas pourquoi je l'avais en double. Bon. En tout cas, vous l'avez là. Où est-ce qu'elle est d'autre? C'est trop bizarre là ce qui se passe. Bon, en tout cas, vous l'avez là. Alors, une Nakba se déroule également en Cisjordanie. Un article de Mariam Barghouti. Cisjordanie occupée, évidemment. Les forces israéliennes et les colons terrorisent la population palestinienne de Cisjordanie en vue de son expulsion et de l'annexion des terres palestiniennes. Donc là, on nous a parlé de l'échange d'otages. Hein, des otages israéliens ont été libérés par le Hamas en échange de prisonniers. Bon, certains pourraient dire otages, mais on va dire de prisonniers et de prisonnières palestiniens. Mais en fait, le nombre de prisonniers et de prisonnières palestiniens qui ont été libérés, il y en a autant qui ont été emprisonnés en même temps en Cisjordanie. Donc voilà, de quoi on parle exactement? Bon, on va voir, j'imagine que ça va peut-être en parler. Bon. Depuis 1 mois et demi, les objectifs génocidaires d'Israël à Gaza sont devenus de plus en plus clairs. Non seulement l'armée israélienne massacre des civils, mais elle bombarde également l'enclave dans le but de détruire toutes les infrastructures civiles nécessaires à la vie.
Les hôpitaux, les écoles, les installations de traitement de l'eau, toutes sources d'électricité, y compris les panneaux solaires, les entrepôts et les fermes ont été pris pour cible. Cette situation a rendu la bande de Gaza invivable, obligeant les Palestiniens et les Palestiniennes à vivre une nouvelle Nakba. Donc, la Nakba, la catastrophe, c'est ça que ça veut dire. Voilà, ça a été le déplacement d'entre 700 000 et 800 000 Palestiniennes et Palestiniens au moment de la création de l'État d'Israël. Mais ce n'est pas seulement à Gaza qu'Israël espère se débarrasser de la population palestinienne. L'effort israélien de nettoyage ethnique s'étend à la Cisjordanie occupée, où Israël met en œuvre un plan similaire plus que subreptice. Des plans d'annexion donc et un problème. Séparer la poursuite du génocide à Gaza du contexte palestinien plus large revient à nier que la cible des crimes israéliens n'est ni le Hamas ni la bande de Gaza, mais bien l'existence palestinienne dans l'ensemble de la Palestine historique. Donc on veut éradiquer le peuple palestinien. Il ne s'agit pas d'une crainte imaginaire des Palestiniens et des Palestiniennes, mais d'une réalité que même les pères de l'État israélien ont constamment et ouvertement admise. Citation. Il n'y a pas d'autre moyen que de transférer les Arabes d'ici vers les pays voisins et de les transférer tous, sauf peut-être les Arabes de Bethléem, Nazareth et la vieille Jérusalem, écrivait Joseph Weitz, le directeur du Fonds national juif, donc le FNJ, dans son journal en 1940. Pas un seul village ne doit être laissé, pas une seule tribu bédouine. Ce n'est qu'après ce transfert que le pays pourra absorber des millions de nos frères et que le problème juif cessera d'exister. Il n'y a pas d'autre solution, a-t-il conclu. Les milices juives, qui ont mené une campagne de nettoyage ethnique massif des Palestiniens et des Palestiniennes pour créer Israël, n'ont pas pris le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza en 1948. Non parce qu'elles ne le souhaitaient pas, mais parce qu'elles n'en avaient pas la capacité. La pression internationale et les limites de leur propre capacité militaire les en ont empêchés. En même temps, ces territoires servaient commodément de destination aux Palestiniens et aux Palestiniennes expulsés du littoral méditerranéen, des villes comme Jaffa, Safad, Lyd et des villages environnants dont les milices s'étaient emparées. La guerre de 1967 a donné à Israël l'occasion de réaliser son objectif de régner sur toute la Palestine historique. Il a occupé Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza, ainsi que la péninsule égyptienne du Sinaï et le plateau du Golan syrien, qui reste occupé à ce jour. Et oui, on oublie aussi le plateau du Golan. Depuis lors, divers plans ont été élaborés pour annexer une partie ou la totalité de la Cisjordanie et de Gaza, tout en repoussant la population palestinienne dans des bantoustans isolés, soit vers les pays voisins, soit dans des bantoustans isolés, soit vers les pays voisins, la Jordanie et l'Égypte. La construction de plus de 150 colonies israéliennes illégales et de 120 avant-postes dans toute la Cisjordanie occupée est une politique qui découle de ces plans. On va en parler, mais voilà, colonie dans laquelle Carrefour a des magasins. C'était également le cas à Gaza jusqu'en 2005, date à laquelle Israël a démantelé ses colonies et assiégé la bande 2 ans plus tard. Sous prétexte de protéger les 700 000 colons, Israël a empiété sur de plus en plus de terres palestiniennes, expulsant de plus en plus de Palestiniens et de Palestiniennes de leur communauté et leur refusant l'accès à leurs fermes, à leur pâturage et à leurs oliveraies. Cette situation a porté atteinte aux moyens de subsistance et à l'autosuffisance des Palestiniens et des Palestiniennes. Elle a également enhardi et encouragé les colons à harceler, torturer et tuer les Palestiniens et les Palestiniennes sur leur propre territoire. Tout cela combiné à des politiques visant à étrangler l'économie palestinienne et à pousser la majorité des Palestiniens et des Palestiniennes dans un état de précarité constante. Et donc ça a pour but ultime de forcer la population palestinienne à partir volontairement, entre guillemets. Voilà. Donc, préparer la Nakba. Voilà. On force le déplacement de masse. Au cours de l'année écoulée, le gouvernement israélien, dirigé par Benjamin Netanyahou, a intensifié ses politiques. Lorsque le Hamas a lancé son offensive du 7 octobre, offensive qui n'implique pas que le Hamas, mais la situation en Cisjordanie occupée était déjà intolérable depuis longtemps.
L'année 2023 s'annonçait comme la plus meurtrière pour les Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie occupée depuis que les Nations Unies ont commencé à recenser les décès en 2006. Le 7 octobre, les forces israéliennes et les colons avaient tué 248 Palestiniens et Palestiniennes, en majorité des civils, dont au moins 45 enfants. Je pense qu'on n'en parle pas assez. L'armée israélienne, en coordination avec les forces de sécurité de l'autorité palestinienne, a mené des raids violents et des massacres dans toute la Cisjordanie, en particulier dans les districts de Naplouse, Jénine et Toul-Karem, dans le nord du pays. Le nombre d'attaques de colons contre les communautés palestiniennes a également explosé et a gagné en ampleur et en violence. En février, les colons ont mené un pogrom dans la ville palestinienne de Ouara. En juin, le gouvernement israélien et son ministre des Finances, Bezalel Smotrich, ont annoncé de nouvelles mesures facilitant et accélérant l'annexion des terres palestiniennes. En juillet, les expansions approuvées des colonies israéliennes ont atteint des sommets. L'économie palestinienne, déjà au bord du désastre, a souffert encore plus de la destruction des infrastructures et de la limitation de la liberté de mouvement par les forces israéliennes et les colons. Les démolitions d'habitations et de structures de subsistance palestiniennes se sont multipliées. Plus de 750 bâtiments avaient été détruits au 1er octobre, entraînant le déplacement de plus de 1100 Palestiniennes et Palestiniens. Tous ces processus, qui visent à l'expulsion des Palestiniens et Palestiniennes et à l'annexion de leurs terres, étaient déjà en cours avant le 7 octobre. Israël a ensuite profité de l'attaque du Hamas le 7 octobre pour les accélérer. Alors, donc, voilà, toute cette question de la guerre du Israël-Hamas. Alors jusque-là, les chants morts aux Arabes pouvaient être entendus publiquement, principalement lors de rassemblements de colons. Après le 7 octobre, une majorité d'Israéliens et Israéliennes s'est sentie tout à fait à l'aise pour exprimer ouvertement ce sentiment entre eux et avec le reste du monde. Au cours des 50 derniers jours, Israël a tué 249 Palestiniens et Palestiniennes en Cisjordanie, dont au moins 60 enfants. Donc autant que dans tout le reste de l'année, qui était déjà terrible. Les raids israéliens sur les villages et les villes et les camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupés se sont intensifiés en termes d'ampleur, de gravité et d'utilisation d'armes meurtrières, notamment des fusils automatiques, des chars et des drones suicides Maoz. Le nombre de Palestiniens et Palestiniennes arrêtés et placés en détention administrative, la version officielle de l'enlèvement par Israël, a atteint un niveau record. Depuis le 7 octobre, au moins 3260 Palestiniens et Palestiniennes ont été arrêtés en Cisjordanie occupée, dont de nombreux enfants. Et on voit dans les Palestiniens et Palestiniennes qui ont été libérés à Gaza qu'il y avait des enfants. Les gens ont découvert que, oui, Israël détenait des enfants. La soi-disant seule démocratie du Moyen-Orient. Bon. Les 150 Palestiniens et Palestiniennes libérés jusqu'à présent dans le cadre de l'accord d'échange d'otages sont également susceptibles d'être arrêtés à nouveau. Les rapports et les vidéos faisant état d'abus et de torture en détention se sont multipliés. Les Palestiniens et Palestiniennes sont également régulièrement harcelés et battus, même chez eux ou dans la rue. Encouragés et armés par les autorités israéliennes, les colons israéliens sont devenus encore plus violents. Ils ont intensifié les expulsions forcées des communautés bédouines palestiniennes dans le sud, près de la vallée du Jourdain, et dans le centre, près de Ramallah, déplaçant plus de 1000 personnes depuis le 7 octobre. Ces pratiques ont également eu un impact dévastateur sur l'économie palestinienne. L'armée israélienne a fermé les principaux points de contrôle en Cisjordanie occupée, paralysant presque totalement les transports. Les travailleuses journaliers ont eu du mal à gagner leur vie, tandis que les stocks de nourriture s'amenuisent et que les importations sont retenues plus longtemps dans les ports israéliens. Le secteur de la santé est également en état de crise, incapable de gérer le nombre croissant de blessés et de patients. Pour ne rien arranger, l'armée israélienne a également commencé à assiéger les hôpitaux de Cisjordanie. Donc voilà, cette question de la guerre, bizarrement, elle arrive en Cisjordanie, alors que, soi-disant, l'ennemi, c'est que le Hamas. C'est pas les Palestiniens, c'est juste le Hamas. Et pourquoi? Là où le Hamas n'est pas, Israël fait quand même la guerre. Toutes ces tactiques servent à répandre la peur et le désespoir parmi les Palestiniens et Palestiniennes, les préparant ainsi à l'annexion et à l'expulsion. Éliminer la résistance. Aujourd'hui, nous assistons à la poursuite de la Nakba à Gaza
et en Cisjordanie. L'objectif d'Israël est d'expulser à terme les Palestiniens et Palestiniennes et tenter d'assimiler les survivants eux, comme il a essayé de le faire avec les Palestiniens et Palestiniennes de 1948 donc. Aujourd'hui, c'est donc ce qu'on appelle les Arabes israéliens. Aujourd'hui, ces survivants ont la citoyenneté israélienne, mais sont traités comme des citoyennes de seconde zone et souvent exposés à des pratiques discriminatoires et violentes de la part de citoyens et citoyennes juifs, israéliens et juives israéliennes et des autorités. Face à cette catastrophe imminente, les Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie sont livrés à eux-mêmes. L'autorité palestinienne est le seul acteur palestinien ayant accès aux armes, mais elle n'a rien fait pour protéger les Palestiniens et Palestiniennes contre la violence israélienne. Les forces de sécurité nationale, fortes de 10 500 hommes, sont formées par les États-Unis et la Jordanie au maintien de l'ordre et non à la confrontation avec une autre force armée. Donc, leur travail, c'est de mater les Palestiniens et Palestiniennes, maintenir l'ordre colonial. Pire encore, ces forces et les unités de renseignement ont directement aidé Israël à attaquer et à démanteler toutes les poches de résistance armées en Cisjordanie au cours des dernières années. Contrairement aux affirmations de la propagande israélienne, les jeunes qui ont décidé de prendre les armes, principalement concentrés à Jenin et Naplouse, ne font pas partie du Hamas. Certains sont membres du Fatah ou sont des transfuges des forces de l'autorité palestinienne, mais beaucoup n'ont aucune affiliation politique. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne s'est attachée à éradiquer ces groupes de résistance afin que la population civile de Cisjordanie soit totalement démunie face à la violence, à la dépossession et à l'expulsion. Mais à mesure qu'Israël intensifie la violence, la résistance palestinienne se manifeste. Les Palestiniens et Palestiniennes ne cesseront pas de lutter contre l'occupation et l'apartheid simplement parce qu'ils et elles n'en ont pas les moyens. Personne ne veut vivre au bord de la survie, poussé et maintenu dans cette situation sous la menace d'un régime étranger. Le moins que le monde puisse faire est de cesser de tomber dans le panneau de la propagande israélienne et de défendre le droit des Palestiniens à résister à leurs colonisateurs et à leurs oppresseurs dans leur quête de libération. C'est le moment de rassembler le courage nécessaire pour s'exprimer et mettre un terme à la volonté génocidaire d'Israël. C'est ici que les livres d'histoire nous offrent la possibilité de reconnaître que les États d'apartheid violents, fondés sur des massacres, ne sont ni légitimes ni durables. Voilà. Donc c'est un article de Mariam Barghouti, qui est une écrivaine américaine d'origine palestinienne basée à Ramallah, et donc qui était écrit, c'est un article d'Al Jazeera, traduit pour l'agence Média Palestine. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder quelques vidéos. Alors attendez, que je check mes vidéos. Il faut que je mette qu'il y a du son, n'est-ce pas? Voilà, il y a du son. Ouais. Parce que les vidéos se lancent. Et voilà. Ensuite, on regardera Monira. Que je remette bien au début la vidéo. Ok. Non, pas tout de suite. Voilà. On va commencer par la Gaza vue par la psychiatre. Le docteur Sama Jabr. Je vais me prendre un petit truc à manger là. Je vais juste. J'arrive dans 2 secondes. À tout de suite. Alors, parce que nous sommes sur une chaîne, alors je revérifie toujours que on m'entende bien. Oui, on m'entend bien. Comme nous sommes sur une chaîne de psycho à la base, même si je fais un peu de tout, voilà, un point de vue psychiatre sur la situation à Gaza, qui est une vidéo qui date d'il y a 1 an. Hein, c'est en dehors, c'est Gaza, en dehors de la situation actuelle, donc d'une seconde Nakba, d'un génocide, etc. Voyons ce qu'en pensait déjà la psychiatre, parce que la question de la santé mentale, on avait fait un live dessus et malheureusement j'ai pas le replay, j'ai perdu le replay. On avait lu un article sur le sujet. C'est une question quand même éminemment importante. Donc je vais lire les sous-titres en même temps. Quelquefois l'intensité de nos sentiments nous rend impuissants à l'expression linguistique. تغلب مقدرتنا على التعبير اللغوي.
Ma visite à Gaza permet un lien avec le reste du pays, lequel en est privé depuis longtemps. Je pense que mon regard envers les gens ici, la mer, les rues et les camps de Gaza, est un regard de communication. Donc ça, c'est une psychiatre palestinienne. Un regard de désir de se connecter et de rejoindre cette partie essentielle de mon entité palestinienne. Quand je me balade à Gaza, je découvre partout des phrases taguées pour défendre Jérusalem et la Palestine. Pour moi, cela exprime le désir du peuple de Gaza et son besoin de se connecter à l'ensemble du peuple palestinien. Ma première visite à Gaza était en octobre 2021. J'ai animé une formation à plusieurs étapes. Bon, quelles sont les étapes? Et aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre pour continuer la formation destinée aux spécialistes de la santé mentale. Spécialistes de la santé mentale qui travaillent au ministère de la Santé et de l'Éducation pour les former à traiter les traumatismes des enfants. Les enfants, c'est 50% de la population de Gaza est mineure. J'ai découvert de nouvelles choses très touchantes à Gaza que je n'ai pas imaginées. Des scènes qui m'ont ramené à 80 à 100 ans en arrière. Les rues et infrastructures dégradées, le déplacement entre les ruelles étroites, qui m'évoquent l'étroitesse des chemins disponibles à nous, les Palestiniens, et aux habitants de Gaza surtout. Sans aucun doute, il y a une grave cruauté dans la vie à Gaza. Je m'inquiète aussi du traumatisme psychologique et de ses effets transgénérationnels. Sujet très très important. Les traumatismes sont divers ici. Le traumatisme de la guerre est une chose. Et le traumatisme des dépressions et la dureté de la vie quotidienne est une autre chose. Vous voyez comment des effets de traumatisme viennent se cumuler. En même temps, nous trouvons souvent ici de la fermeté, de l'espoir et de la foi. Et Gaza enseigne ses significations aux autres. C'est vrai. C'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre des Palestiniens. Les gens ici sont très chaleureux, plaisants, rient, prennent soin des autres. Ils s'occupent particulièrement de moi avec passion, surtout quand ils savent que je viens de Jérusalem. J'avais l'habitude d'écrire sur Gaza sans en avoir l'expérience directe. Et ma visite à Gaza aujourd'hui me donne un regard différent. Un regard beaucoup plus profond et beaucoup plus proche du cœur. J'imagine que Gaza occupera une grande place dans mes futures œuvres. Voilà. Donc, ce qu'avait à nous dire le docteur Sama Jabr sur Gaza, tout simplement. Alors, voilà, on regarde là une chaîne qui s'appelle Gaza Stories, qui est fait par un réalisateur palestinien francophone, donc c'est pour ça qu'il y a des sous-titres français. Il y a certaines vidéos qui sont en français même. Donc je vous mets le lien dans le chat. Il y a plein de vidéos, c'est plein de petites capsules sur la vie à Gaza. Surtout des vidéos d'il y a un an, d'il y a quelques mois, ça remonte à 4 ans, ça a quelques années cette chaîne. Et on va regarder une autre vidéo de cette chaîne-là. C'est une lettre au président Emmanuel Macron. Donc nous, en tant que Français, ça nous intéresse ça. Voilà une Gazaoui, qui en l'occurrence, on la voit dans le documentaire Yala Gaza. C'est une Palestinienne prof de français qui a quelque chose à demander au président de la France, Emmanuel Macron. Donc je pense qu'elle va s'adresser en français. Monsieur le Président de la République française, nous sommes les Palestiniens de Gaza. Avons vécu et vivons encore une vie d'esclaves et d'opprimés sous l'occupation israélienne. En effet, cette occupation massacre et bombarde aveuglément les civils palestiniens, petits et grands, jeunes ou vieux, femmes ou enfants, et ne cesse pas d'opprimer notre peuple. La souffrance du peuple palestinien n'a pas cessé depuis les 3 grosses offensives militaires israéliennes entre 2008 et 2014. Ces offensives israéliennes qui ont fait des milliers de victimes innocentes. Sans aucune sanction concrète à leur encontre. 2 millions d'habitants vivent dans une grande prison à ciel ouvert à cause de blocages imposés par Israël depuis. C'est tout à fait une prison à ciel ouvert. Et sans que cela pose problème à la communauté européenne et mondiale. Tout à fait. À vous, monsieur le président de la France l'éveillé des droits de l'homme. Mais où sont les droits de l'homme pour nous, les Palestiniens? Où sont les droits de l'homme pour les Palestiniens, pour les Palestiniennes? Illégal monétaire, et une femme et nos enfants. Malheureusement, aujourd'hui, Israël continue ses crimes contre Gaza et son peuple. Tout à fait. Et aujourd'hui plus que jamais. Délivrée et accordée par l'ONU. Israël, avec ses gouvernements précédents et actuels, se proclame comme le seul État démocratique dans la région.
Mais excusez-nous, ce n'est pas la réalité. Israël est un État d'apartheid et criminel envers le peuple palestinien. Monsieur le Président de la République française, est-ce que ce n'est pas le moment pour la France, l'État des droits de l'homme, d'adopter une position claire face à ce qui se passe en Palestine? Monsieur le Président, Emmanuel Macron, position claire. Pour mettre fin au terrorisme israélien et au génocide. Reconnaissance de l'apartheid, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Cessez de fermer les yeux, cessez le soutien inconditionnel. Et prendre ainsi une décision radicale face à Israël. Le peuple palestinien ne demande qu'une protection internationale et la vôtre en l'occurrence. Nous ne voulons pas d'une intervention militaire comme vous le faites au Mali et en Libye. Nous vous demandons seulement de nous protéger et de sauver nos âmes de ce terrorisme israélien. Ne nous tournez pas les deux, Monsieur le Président, et prenez vos responsabilités en ayant le courage d'imposer à Israël l'arrêt total de ces génocides. La vie humaine fut comptée pour rien. L'innocence fut assassinée. La souffrance des victimes fit le plaisir des bourreaux. La mort devint un jeu. Le néant un but. Plus jamais ça. C'est terrible cette vidéo parce que donc elle a 4 ans. Donc on est vraiment sur le Macron. Attends, il y a 4 ans, on était quoi? On était en 2019 et c'est sorti en 2019. Bon. Donc on est vraiment sur le Macron, premier quinquennat. Donc là, à l'époque, là, ça fait 2 ans qu'il est président. Là, on voit quelle position il a prise. Sa position, ça a été d'abord le soutien indéfectible à l'État israélien. Donc voilà, on voit que cette lettre-là n'a pas été entendue. Comme ce sont des Arabes, bon, voilà, Macron, ça ne l'intéresse pas trop de les soutenir, quoi. Donc la question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire? À chaque fois, dans tous les lives que j'ai fait sur la Palestine, on termine là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est le BDS. Qu'est-ce que le BDS? Bah, on va regarder une vidéo là-dessus avec Monira, animatrice de la campagne BDS. Animatrice de la campagne BDS France, voilà. Sigle qui signifie boycott BDS France. Voilà, bonjour, tout à fait. Bonjour. Bonjour Monira. Alors, dans cette phase historique tragique que nous traversons depuis plus d'un mois, la situation ne fait que se dégrader. Salut Left, bienvenue. Beaucoup de gens se demandent... Alors, on vient de lire un article sur la situation en Cisjordanie. On a regardé 2 vidéos sur Gaza, une vidéo sur une psychiatre il y a un an qui parlait de voilà, qu'est-ce qu'elle constate à Gaza, une psychiatre palestinienne de Jérusalem qui était allée à Gaza et tout. Et là, on vient de regarder une lettre à Emmanuel Macron, voilà, envoyée il y a 4 ans. Enfin, une lettre vidéo, hein, c'est-à-dire des Palestiniens, des Palestiniennes, qui s'adressent à Macron en demandant le soutien de la France, d'arrêter de fermer les yeux. Et voilà, ce que je disais, c'est qu'on voit ce que c'est devenu. Hein. On voit ce que c'est devenu. Donc là, on va terminer le live avec une vidéo de 40 minutes. Là, voilà, c'est Monira, animatrice de la campagne BDS France, qui va nous parler du BDS. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut boycotter, on peut appeler au désinvestissement, on peut appeler aux sanctions. France, pays des droits de l'homme, ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'il disait dans la vidéo, hein, pays des droits de l'homme, mais où sont les droits de l'homme pour les Palestiniennes et pour les Palestiniens? Ça investit ses efforts dans la pratique du boycott des produits israéliens comme moyen de pression financier pour endiguer la colonisation des territoires palestiniens. Alors tout d'abord, quelle est l'origine du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, et comment est-il né? Alors BDS est né en 2005 par la société civile palestinienne. C'est 170 organisations. Pardon, je suis en train de pré-shot ce qu'elle va dire. BDS a été créé par des organisations. Ouais, je peux mettre plus fort, il n'y a pas de souci. Palestiniennes, 172 organisations. 172, elle est plus précise que moi. La coalition la plus large qui ait créé un mouvement dans les dernières années. Donc en 2005, ils ont créé la campagne. Donc BDS, c'est notamment voilà, tous les gens qui disent mais pourquoi le Hamas attaque des civils? Pourquoi cette réaction armée? Est-ce que les Palestiniens, leur intérêt, c'est pas plutôt d'avoir une réaction pacifique? Bon, une de leurs actions pacifiques, c'est le BDS. Il y en a eu d'autres. Mais bon, elle va sans doute parler de la marge du retour. Mais voilà, le BDS, par exemple. Bah voilà. Sachant que c'est un mouvement qui a été criminalisé en France. On a essayé d'interdire le BDS. Ouais, il y a dû avoir des décisions jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour dire non, c'est tout à fait légal d'appeler au boycott. BDS pour mettre fin à la colonisation, à l'occupation, à l'apartheid et pour obtenir le droit au retour des réfugiés palestiniens.
ces revendications, elles sont importantes et toute une stratégie est mise en œuvre pour que les personnes du monde entier, donc les populations civiles, puissent participer à cet effort en faveur de la justice pour les Palestiniens. Pour citer une, une vidéo de la droite, vous vous souvenez de ça ou pas? Tous ceux qui veulent changer le monde. Voilà, tous ceux qui veulent changer le monde, voilà, venez participer à la campagne BDS. Notamment à travers des campagnes de boycott, donc un ciblage précis d'entreprises qui participent à la colonisation ou qui en profitent. Donc ça concerne toutes les entreprises israéliennes, mais aussi toutes les institutions israéliennes, les démarches sportives, culturelles. Le désinvestissement, donc là c'est faire pression sur des entreprises pour qu'elles désinvestissent d'Israël, et les sanctions, donc ça c'est un volet politique où il faut interpeller nos députés, maires, hommes et femmes politiques. Sachant que le BDS, bon, elle va le dire, c'est pas grave, elle va le dire, mais le BDS, c'est voilà, c'est une méthode qui a fait ses preuves en Afrique du Sud, mais aussi c'est une méthode qui a été employée contre la Russie vis-à-vis de l'invasion de l'Ukraine. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire, et jusqu'aux sanctions internationales. C'est juste quelque chose qu'on refuse de faire à l'égard d'Israël. D'État pour qu'ils prennent des sanctions à l'égard d'Israël. Il y a des sanctions qui sont prévues notamment par l'Union européenne dans des cas de violation grave des droits humains et qui ne sont pas appliquées par Israël. Donc le volet sanctions vise aussi à faire pression sur les institutions politiques pour imposer des sanctions à Israël. 18 ans après la création de BDS, quel bilan tirez-vous du boycott? Le boycott a-t-il fait ses preuves? Est-il efficace? Avez-vous des données chiffrées à nous livrer? Oui. D'accord. Alors on a des données qui sont pas forcément chiffrées, mais qui sont des campagnes qui ont été gagnées par la campagne BDS. Aussi une autre donnée qui permet de voir que la campagne BDS elle progresse, c'est juste le nombre de pays dans le monde où il y a à présent des campagnes BDS. C'est-à-dire que la campagne BDS elle est partie de Palestine. Il y a eu la création, notamment en France en 2009, de la campagne BDS, et il y a eu dans toute l'Union européenne des comités BDS qui se sont créés pour relayer la campagne palestinienne. Mais il y a aussi des comités BDS en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, dans les pays arabes. Il y a vraiment des mouvements, des groupes qui relaient la campagne BDS qui sont partout. Notamment, il y a BDS Japon, mais qu'est-ce que tu fais, là? BDS Malaisie, attendez. Jordanie. Mais tu fais n'importe BDS quoi, là. Mexico. Oh. Il y a vraiment des campagnes BDS ma chatte qui casse et ça, mon paravent, là. la preuve que c'est un mouvement qui a Ah, progressé. attendez, petite pause. Hein, tout ça pour... Putain, en plus, tu casses vraiment le volet qui est déjà bien cassé, là. C'est pas malin ce que tu fais, là. Tout ça pour grimper je ne sais où. Allez, hop. Allez, hop. Tu fais n'importe quoi, là. Hein? T'as remarqué ou pas? Ouf, fait glisser. Ok, on reprend. Ouais, le chat, n'importe quoi. Ouais. Ensuite, en ce qui concerne les victoires, on a eu une grosse victoire il y a quelques années Salut Monira. Contre Orange, donc l'entreprise Orange. La victoire contre Orange. Installait des antennes téléphoniques dans les colonies israéliennes. Et il y a eu une campagne qui a été énorme. Cette campagne, elle a été menée non seulement par des militants BDS comme nous, mais aussi par des syndicats à l'intérieur de l'entreprise Orange. Il y avait des salariés d'Orange qui étaient mobilisés pour que s'arrêtent les liens avec l'occupation israélienne. Cette campagne, elle s'est faite de façon internationale, c'est-à-dire que c'est pas juste en France que cette campagne a été menée et gagnée. C'est aussi en Égypte où Orange a une succursale qui s'appelle Mobinil et avait à l'époque 34 millions d'utilisateurs. Et du coup, c'est aussi avec l'appui de BDS Égypte que on a obtenu une déclaration du PDG d'Orange qui, pendant un déplacement en Égypte, a annoncé qu'il allait se désinvestir d'Israël. Ça n'a pas tout de suite été vu comme une victoire parce que tout de suite après, le PDG avait été convoqué
par le président de la Par République, François Hollande. qui était François Hollande. Par Fanfan. Et il y avait eu rétropédalage dans la presse sur cette histoire de désinvestissement d'Israël. Finalement, après quelques temps, il a bien rompu les relations avec Israël, ce qui fait que ça nous montre qu'en fait, c'était plus possible pour la marque Orange de s'associer au crime israélien. Et c'est ça le but du boycott. Israélienne. Donc c'est vraiment de créer un coup. À obtenir à travers la campagne BDS. Et on voit aussi qu'il y a Un coup à la complicité avec Israël. De l'État israélien ou de ses de ses relais en France ou en Europe qui veulent justement interdire ce boycott. Donc ça prouve que le boycott porte ses fruits. Oui, alors en fait, ça c'est aussi intéressant parce qu'en Israël, à la création de la campagne BDS et pendant quelques années, Israël a vraiment dédaigné le mouvement en faisant des déclarations dans le sens ils peuvent rien faire, c'est pas des campagnes de boycott qui vont nous atteindre, etc. Est-ce que les livres qui sont montrés là, ils t'ont pas demandé tes livres, c'est leur sélection eux? Non. Donc ça, ils ont fait ça à peu près de 2005 aux années 2010 et ils ont commencé après les années 2010 à créer vraiment une contre-offensive contre BDS. Notamment en 2015, il y a eu une conférence gouvernementale anti-BDS au plus haut sommet de l'État israélien avec le président Reuven Rivlin. Ils ont commencé à avoir chaud, quoi. Des ministres. Ils se sont dit, ah ouais, BDS c'est tendu en fait. Hein. La plupart des ministres c'est sérieux, de l'État d'Israël. Et ce sont des conseils de lecture, ok. Un moyen de lutter contre BDS, donc notamment à travers des fonds importants mis dans la lutte contre le BDS et des liens faits avec des pays occidentaux comme la France et plein de pays de l'Union européenne pour essayer d'influer et de faire interdire le mouvement BDS. Il y a aussi un effort intense qui est mis dans la communication pour faire passer le mouvement BDS pour un mouvement qui serait antisémite, qui serait opposé à l'État d'Israël, pas parce qu'il viole les droits humains. Moi j'aurais sans doute peu de choses à ajouter à ce qui est dit dans la vidéo, parce que ça me semble limpide. A commis la Nakba contre les Palestiniens, continue à pratiquer l'apartheid contre les Palestiniens, à coloniser, occuper, empêcher de circuler les Palestiniens, mais parce que le mouvement serait sur des bases racistes. Ça c'est faux. Dès le début, les Palestiniens, quand ils ont organisé cette campagne, ils l'ont fait reposer sur des principes antiracistes très clairs. Donc il n'y a pas de boycott des personnes parce qu'elles sont juives ni parce qu'elles sont israéliennes. Il n'y a qu'un boycott des entreprises et des institutions qui participent à l'occupation israélienne et qui profitent de l'oppression des Palestiniens. On va chercher les institutions, on va pas chercher les gens. Très bien, on a clarifié les choses. Donc pour entrer vraiment dans le cœur du sujet, là on va parler de... Je vais vous demander un peu quelles sont les marques que vous ciblez principalement. Alors qui on doit boycotter, Monira? Déjà, la campagne BDS a choisi d'avoir une campagne la plus stratégique possible. C'est-à-dire que pour avoir des victoires, il faut cibler peu d'entreprises et les cibler de manière très large avec beaucoup d'organisations. La campagne BDS, je ne l'ai pas dit, mais elle est composée aussi d'organisations, pas que d'individus. Et du coup, c'est aussi la volonté que plein d'organisations, plein d'individus prennent en charge le boycott d'une seule et même cible à la fois pour arriver à influer sur la participation de cette entreprise à l'occupation. N'hésitez pas à souhaiter un joyeux anniversaire à Monira dans le chat. En ce moment, les cibles qui existent, notamment en France, donc en fait, il y a des cibles qui sont un peu différentes selon les pays, parce que tout simplement, parfois, il y a une entreprise qui participe à l'oppression des Palestiniens, mais qui n'existe pas dans un pays donné. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a une entreprise, l'entreprise AXA, donc qui est une entreprise de banque d'assurance, qui participe à l'oppression des Palestiniens, AXA, participe à la colonisation en finançant des banques israéliennes qui participent à la colonisation. Du coup, cette entreprise AXA, elle est ciblée particulièrement en France parce que c'est une entreprise française. Donc, ce qu'on peut faire concrètement,
c'est décider de couper ses contrats chez AXA, en précisant que si on coupe les contrats Pour chez quelle raison? AXA, c'est parce qu'on n'accepte pas que AXA soutienne la colonisation israélienne en Palestine. On a aussi dans les campagnes la campagne Carrefour. Donc Carrefour, c'est une campagne qui a été lancée l'année dernière, puisque Donc boycott AXA, boycott Carrefour Carrefour. a décidé de s'installer dans les colonies israéliennes et de signer un partenariat avec Electra Consumers, donc une entreprise israélienne. Et s'est installé en Israël et dès le début dans les colonies. Et au moment de la sortie de la création des carrefours en Israël, il y a eu une communication dans le Yediot Aharonot, un journal israélien, où Carrefour s'est permis d'utiliser la carte de la Palestine en entier, en mettant tous les points des carrefours qu'il allait avoir, en faisant plus du tout la distinction entre Israël et la Palestine, donc avec clairement un soutien à une colonisation entière de toute la Palestine historique. Donc cette campagne de boycott, elle existe depuis l'année dernière. Et là, pendant le début, les premiers jours d'offensive sur Gaza, Carrefour a mobilisé des personnes. Tout de suite, ils ont fait des paquets pour les offrir aux soldats israéliens, en mettant sur leur compte Instagram que c'était une façon de soutenir les soldats israéliens dans le combat, etc. Soutien dans le génocide. Une campagne notamment sur Twitter pour le boycott de Carrefour en expliquant comment ils avaient valorisé le génocide en cours à Gaza. Et ce qui est intéressant, c'est que Carrefour directement est allé modifier les publications sur Instagram où toutes les mentions à l'armée israélienne, au soutien au combat, etc. ont été supprimées. Donc c'est devenu le post qui valorisait le soutien à l'armée israélienne est devenu Carrefour a fait des colis pour des habitants. Donc vous voyez que ça flippe hein, et on peut aller les chercher et on peut contraindre Carrefour à se retirer d'Israël, en tout cas des colonies israéliennes. Donc il y a vraiment un truc qui n'est pas assumable dans ce qu'ils sont en train de faire et ils sont en train de s'en rendre compte. C'est-à-dire que là, il faut vraiment renforcer la campagne de boycott contre Carrefour parce que ils sont pas voilà ce qu'on peut faire d'assumer non plus la façon dont ils ont soutenu le génocide en cours. Donc la campagne de Carrefour, c'est vraiment une campagne très importante et s'il y a un effort particulier à mettre dans cette période, c'est l'effort contre Carrefour. Et par rapport à Carrefour, donc les autres alternatives françaises, est-ce qu'elles sont crédibles? Alors, on peut consommer... c'est-à-dire qu'elles ne soutiennent pas un génocide, quoi. Pardon. Ça les rend un peu crédibles. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont parfaites. Dans les autres magasins, évidemment, ce qui ressort beaucoup quand on discute avec les gens, c'est l'argument économique. Forcément, il y a une inflation, les gens ils ont du mal à boucler les fins de mois, donc forcément, les gens ont envie d'alternatives qui soient pas chères. Nous, on ne donne pas spécifiquement d'alternatives. Mais il y a des alternatives un peu partout, voilà. Mais là, c'est surtout Carrefour donc pour la consommation, d'accord. On m'a posé récemment la question sur un boycott de Auchan. Ça quoi coup boycott fort ici. Il n'y a pas de campagne contre Auchan. Par contre, dans les autres enseignes, c'est-à-dire Leclerc, Auchan, Lidl, tout ça, il peut y avoir des produits israéliens. Donc on invite les gens à être aussi très restez vigilants les gens. Sur notamment... T'es là, t'es au champ, tu dis tranquille, j'ai boycott Carrefour. Et non, attention, si tu prends des produits israéliens, il faut les boycotter aussi. Salut, mon voice. Bienvenue. Les légumes, les agrumes, les patates douces, les dattes medjool. Pendant le ramadan, il y a vraiment une offensive importante avec des dates medjool qui se retrouvent partout, avec parfois des faux étiquetages. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut être vigilant et vigilante toute l'année. Là, vous m'avez cité donc AXA, Carrefour. Il y a quoi d'autre comme marque à cibler? Alors, il y a Puma. Puma est une cible importante. Puma sponsorise l'association israélienne de football qui affilie des clubs dans les colonies. La question du sport en Palestine... alors, il me semble que ça a été le cas dans les chiffres code barre. Il y avait pas un truc... Attends, il y a notamment Monira dans le chat qui pourra attester ou contredire, mais il me semble qu'il y a eu ça effectivement sur les codes barres. Puisque on a vu dans les dernières années, pour les personnes qui suivent régulièrement ce qui se passe en Palestine,
de nombreux cas de Palestiniens qui ont été... Ouais, la question c'est est-ce que des fois on nous berne, on nous met un autre chiffre j'ai un doute là-dessus, sur les codes barres alors que c'est des produits israéliens. Ciblés par Israël, notamment empêchés de sortir de la Palestine pour participer à des compétitions de football. Certains qui ont été amputés par des tirs de snipers. Ils peuvent utiliser d'autres codes barres, pardon, tu étais en train d'écrire. 2018-2019, où Israël a placé des snipers face à la bande de Gaza et donné l'ordre de tirer sur les Palestiniens. Donc il y a de nombreuses c'est une dinguerie, hein. Depuis ces manifestations qui étaient des manifestations pacifiques. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête que Puma... SodaStream a utilisé des codes barres des Pays-Bas. Ouais. À la fois, ils participent concrètement comme ça en sponsorisant l'association israélienne de football, et à la fois, ils donnent leur marque à la représentation nationale d'un État. C'est-à-dire que quand Israël va aller se produire à l'étranger, ben, la marque Puma, elle sera associée systématiquement à Israël. Et du coup, ça, c'est de leur responsabilité de sponsorise la colonisation, quoi. Très grave des droits humains et que c'est pas une publicité qu'on devrait avoir envie d'associer à sa marque, quoi. Quand les citoyens veulent boycotter certaines marques, on leur rétorque que ça peut avoir un impact sur les Palestiniens qui vivent là-bas, en disant que certains travaillent et ça va leur poser problème même pour leur moyen de survie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors, ça c'est... Sur la tribu, je sais que c'est une exemption parce qu'ils sont hégémoniques, mais il y a une entreprise italienne qui fait des machines à soda, tout à fait. Bon, je n'ai pas retenu les noms, mais oui, aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent. C'est une question aussi intéressante parce que les Palestiniens, ils ont lancé eux-mêmes la campagne BDS. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons décidé en France de lancer une campagne en plus. BDS, c'est les Palestiniens qui ont décidé. Donc les Palestiniens, quand ils ont décidé cette campagne, ils savent que forcément, y a quelques personnes peut-être qui travaillent en Israël et que ça va impacter éventuellement. Il faut savoir que la situation des travailleurs palestiniens, puisque du coup les gens qui disent ça, ils s'inquiètent de la situation des travailleurs palestiniens. Et du coup, à ce moment-là, peut-être que c'est intéressant de parler de la situation des travailleurs palestiniens. Ouais, ils sont inquiets précisément quand quand il s'agit de boycotter, quoi. C'est un peu voilà. C'est un peu contextuel leur inquiétude. Pour les machines et pour les bouteilles, ok. Même si vous avez déjà une machine, on peut prendre le gaz MySoda, c'est intéressant ça. Qui notamment doivent cotiser pour le syndicat majoritaire israélien qui s'appelle l'Histadrut, qui est un syndicat qui existe depuis avant même la création de l'État d'Israël et qui a toujours participé à la colonisation et à l'effort de colonisation. Et qui s'est présenté d'ailleurs dès le début, la Histadrut, comme un instrument pour le travail juif. Et du coup, qui a directement opéré des discriminations entre les Palestiniens et les Israéliens dans les entreprises. Ces Palestiniens, donc ils ont l'obligation de donner une partie de leur cotisation syndicale à un syndicat qui ne les défendra pas, puisqu'ils ne défendent pas les Palestiniens. D'autre part, le traitement des... on l'a vu... Salut Géraldine, bienvenue. Des salariés palestiniens par Israël. Donc je suis tout à fait sur Twitch, effectivement. C'est-à-dire, pendant le Covid, il y a Mais vous avez... Bon, Monira, toi, t'as fait l'interview. Mais vous avez déjà vu l'interview. De toute façon, là, on regarde cette interview. Après, on va se laisser là. C'est un stream très, très court. Voilà, juste pour dire... au fait, n'oubliez pas de soutenir la Palestine. Et voilà comment vous pouvez le faire. Faut pas boire de SodaStream, faut faire du kéfir. Ça, en plus, ça ressemble à kéfir. Ashraf, le pauvre qui vient de se taper 3 heures de route pour des trucs MDR. Nombreux Palestiniens qui, quand ils portaient des signes de maladie, donc de la fièvre ou quoi, ils étaient carrément traînés jusqu'au... Est-ce que tu lui as offert un verre d'eau à Ashraf, le pauvre? Point, et abandonnés ici avec de la fièvre. Donc il y a vraiment... pas de respect des travailleurs palestiniens par Israël. Donc c'est pas quelque chose qui va impacter particulièrement. Par exemple, là on a vu, peut-être pour revenir à l'actualité immédiate, pendant l'offensive d'Israël sur Gaza à partir du 7 octobre, il est reparti directement en vélo MDR. Bloqués en Israël puisqu'ils allaient travailler en Israël.
Et du coup, ces Palestiniens qui ont été bloqués en Israël, ils ont été enfermés, ils ont été torturés, et ils ont été ramenés par l'État d'Israël dans la bande de Gaza, alors qu'il y a des bombardements. Et on a vu, je sais pas si tout le monde a vu, mais en tout cas, il y a eu des images de personnes. Alors, lundi soir, j'ai eu la chance de vivre une conférence de Pierre Stamboul sur le sionisme. Ça, à quel niveau, c'était tellement instructif. Ouais, moi j'ai écouté récemment sur le podcast. Alors, c'est le podcast, il s'appelle Spectre ou c'est la plateforme? Je crois que c'est la plateforme. Il y a un podcast de Spectre où là ils ont fait sur l'histoire du sionisme, etc. Et c'est en 2 parties et c'est Pierre Stamboul. C'est le truc qu'ils font sur le fascisme, là, j'ai oublié le titre. Ah, attendez, je vais le retrouver dans 2 secondes. Ils ont un truc sur le fascisme. Peut-être vous connaissez ce podcast-là. J'ai oublié. C'est Minuit dans le siècle, je crois, non? Attendez, je crois que c'est ça le titre. Si je cherche Minuit. Minuit dans le siècle, voilà. Les derniers Minuit dans le siècle. Hein, le lien du podcast. Attendez, je vous envoie ça. Moi, c'est des liens. C'est les liens. Spotify, hein. Voilà. Minuit dans le siècle, le dernier, voilà, les 2 derniers, c'est en 2 parties. C'est sur le projet sioniste. Et donc c'est Pierre Stamboul, c'est une interview de Pierre Stamboul. Très très intéressant, effectivement. Qui ont été ramenés comme ça et qui avaient été torturés pendant des semaines et qui sont dans un état lamentable. Donc il n'y a pas de traitement correct de la part d'Israël des Palestiniens. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant parce que c'est aussi un argument d'Israël pour essayer de continuer à vendre ses produits. C'est-à-dire que quand on a lancé une campagne de boycott contre SodaStream il y a quelques années, donc SodaStream, c'est une machine à gazéifier les boissons qui a été créée en Israël sur des terres colonisées. Il y a eu des grandes campagnes contre SodaStream, et quand il y a eu des grandes campagnes contre SodaStream, l'argument principal, c'était de dire « oui, mais il y a des Palestiniens qui travaillent là-bas ». Et du coup, ce qu'ils ont fait, SodaStream, c'est que sur les boîtes actuellement de machines SodaStream, il y a une inscription qui dit ce produit a été réalisé main dans la main par des Palestiniens et des Israéliens. C'est beau quand même. Donc c'est vraiment une mise en symétrie. De quoi se plaint-on de situation qui n'est pas symétrique. C'est pas parce que des salariés travaillent dans la même entreprise que ça fait de la colonisation israélienne de la Palestine quelque chose d'acceptable ou de symétrique. Les Palestiniens ont lancé cette campagne parce qu'ils sont prêts à payer le prix du boycott. Et donc, ne faisons pas semblant de ne pas vouloir boycotter pour nous intéresser aux droits des Palestiniens. Les Palestiniens, ce dont ils ont besoin, c'est la fin de la colonisation, la fin de l'occupation, la fin de l'apartheid, l'égalité des droits et la liberté de circulation, le droit au retour des réfugiés, etc. On les a, les revendicatifs des Palestiniens. Et dans les revendicatifs des Palestiniens, il n'y a pas de travail sous-payé dans des entreprises israéliennes. Pour en revenir un peu aux marques, on entend souvent parler d'un boycott potentiel de la marque Coca-Cola. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez le droit de boire du coca ou pas? Alors, ce qu'il en est, c'est que... Alors, c'est une question qui me fait toujours sourire, je suis désolée, hein, c'est pas de la moquerie, mais on l'entend tout le temps, franchement, ça fait 10 ans que je suis dans la campagne BDS, et donc ça fait 10 ans que j'entends ça. Il y a vraiment des millions de raisons de boycotter Coca-Cola. On peut boycotter Coca-Cola parce que c'est pas bon pour la santé. C'est un peu sucré, ouais. Coca-Cola parce que quand on boit un verre, il y a 10 sucres dedans. On peut boycotter Coca-Cola parce qu'ils volent l'eau, ils puisent l'eau des nappes phréatiques en Inde, au Mexique, dans des endroits où finalement la population se retrouve à devoir boire du coca parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Donc il y a vraiment des tonnes de raisons de boycotter Coca-Cola, mais BDS n'appelle pas au boycott de Coca-Cola parce que c'est pas un des éléments principaux qui participent à l'oppression des Palestiniens. Ça veut pas dire ne boycottez pas Coca. C'est pas stratégique. Ce n'est pas BDS qui appelle au boycott de Coca-Cola, mais franchement, il y a tellement de raisons. Pour les Palestiniens, ce n'est pas stratégique. Pour des raisons de santé, de santé. Qu'ils le fassent. Ouais. Buvez de l'eau, c'est mieux. Pour des raisons sanitaires et écologiques, c'est évident que c'est pas un produit qu'on peut valoriser, quoi. Donc là, on a cité 3 marques, il me semble. AXA, Carrefour et Puma. Ouais. Est-ce que vous en auriez 2 autres que vous boycottez principalement? Ouais, il y en a. Alors, il y a toutes les marques israéliennes, donc ça, je le répète pas. Il y a SodaStream, il y a Ahava et Moroccan Oil, des marques de cosmétiques
Moroccan Oil, comme il y a marocain, huile marocaine dans le nom, les gens imaginent que ça vient du Maroc, et en fait pas du tout, c'est un produit israélien. Donc Moroccan Oil, ça fait partie des campagnes à boycotter, va aussi dans les produits de beauté. Mais vraiment, dans les campagnes prioritaires, il y a une campagne qui est une entreprise qui cible une entreprise américaine qui s'appelle HP, donc Hewlett Packard, qui participe à l'oppression des Palestiniens de 3 manières. D'une part, parce qu'elle fabrique des puces. De toute façon, je vois que du Pepsi Max. Dans les documents d'identité des Palestiniens qui permettent de les tester, surveiller, etc. Cette entreprise, elle équipe les checkpoints en système de sécurité. Donc les checkpoints, ils sont exclusivement réservés aux Palestiniens. C'est ce qui les empêche de circuler et qui les... Bon, elle va le dire, mais elle va sans doute le dire, mais ce qui est intéressant, c'est que parler de que fait Carrefour, que fait AXA, que fait HP, ça permet aussi de parler de ok, dans quelles conditions vivent les Palestiniennes et les Palestiniens, quoi. Notamment les checkpoints, notamment les prisons. Fait perdre un temps infini de leur journée, chaque jour de leur vie en Cisjordanie. Et le plus grave, je suis allée du moins grave vers le plus grave, si tout est grave, HP équipe les systèmes de sécurité des prisons dans lesquelles sont enfermés les prisonniers et les prisonnières politiques palestiniennes. Du coup, il y a une participation claire et totale de HP dans l'oppression des Palestiniens. Donc, il y a un boycott de HP qui est important. Quand on parle du boycott, on a souvent l'impression que c'est une initiative individuelle. Et en fait, ça l'est en partie, mais pas vraiment. Ça l'est, mais c'est efficace que si ça s'est fait collectivement. C'est-à-dire que le boycott d'HP... Soyons efficaces. Bientôt, ça va être la période de Noël, et ils vont sortir des ordinateurs HP pas chers à la Fnac ou autre à 400 €. Et du coup, les gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, ils vont être tentés d'acheter HP. Et du coup, évidemment, nous, on va faire comme d'habitude une campagne pour dire attention, attention, HP participe à l'oppression des Palestiniens, boycott il faut pas HP. acheter HP. Mais en fait, ce qui serait le degré au-dessus de cette campagne qui vise les individus, ce serait des gens qui sont en charge de l'achat du matériel dans des associations, dans des journaux, dans des universités, dans des hôpitaux, dans des écoles, etc. Et qui, eux, décideraient de ne pas passer par HP parce qu'il y a une violation des droits humains et que l'entreprise ou l'institution ne veut pas soutenir l'oppression des Palestiniens. Et du coup, ça c'est important parce qu'il y a plein de gens qui pensent individuel, mais qui sont aussi dans le conseil d'administration d'un centre social, dans une organisation, dans une association, etc. Et du coup, chacun peut influer pour que dans son entreprise, HP ne soit pas choisi comme fournisseur de matériel informatique. Très bien. Là, on a parlé des marques potentielles à boycotter, mais est-ce que le boycott est légal en France? Et est-ce que ah merde, c'est vrai, est-ce que c'est légal? On sait plus, hein, avec Darmanin, alors, tout ça. Des produits israéliens. Alors, c'est important de préciser d'ailleurs des produits israéliens, puisque à chaque fois que des militants ont été poursuivis pour l'appel au boycott, c'était précisé pour l'appel au boycott des produits israéliens. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres épisodes plus ou moins récents dans l'histoire où l'appel au boycott des produits d'un pays n'a jamais constitué ni pour les institutions ni pour les gens une discrimination. C'est-à-dire que ça, c'est un discours qui a été créé exclusivement pour protéger l'État d'Israël. Donc il y a des militants, pour répondre à la question initiale, il y a des militants qui ont été condamnés. Donc il y a 2 circulaires qui existent en France. La circulaire Alliot-Marie de 2010 et la circulaire Mercier de 2012. Ces 2 circulaires, elles invitent les tribunaux, les procureurs à poursuivre les militants pour appel au boycott d'Israël en se fondant sur une loi de liberté de la presse de 1881 et en considérant qu'il y a discrimination. Donc il y a des militants qui ont été condamnés par la France en 2012 et l'affaire elle a duré jusqu'à aujourd'hui avec plusieurs rebondissements. Donc ces militants, ils ont été condamnés en première instance, puis ils ont été condamnés par la France en appel, puis chaud, hein. Ils ont été condamnés de nouveau. Enfin, la condamnation a été confirmée en cassation. Suite à ça, ils sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc la CEDH, et en juin... Vraiment, la France n'a pas lâché le morceau, quoi. A
condamné la France en considérant que l'appel La CEDH a dit nique la France. Moi, c'est ce que j'ai entendu en tout cas. au boycott des produits israéliens n'avait pas été fait sur des critères discriminatoires. Darmanin, le mec qui dissout plus vite que son nom. Participait à la liberté d'expression. Il n'y a pas quelqu'un qui appelait à la dissolution de l'Action française. Ah, c'est... Non, j'allais dire c'est Booba, non, je confonds avec le truc sur Hanouna. Il y a quelqu'un qui appelait à la... qui demandait à ce que Darmanin dissue... ouais, c'est les refs, la CEDH. À ce qu'ils dissolvent l'Action française. Après, bon, l'Action française, il a écrit dans leur revue, hein. C'est pas demain la veille qu'il va dissoudre, je pense. Et de dénonciation. Donc il dissout, ça dépend de qui. La politique d'un État. Ça dépend qui. Donc c'est très important parce que du coup, cet arrêt de la CEDH, il a aussi arrêté les poursuites de militants pour l'appel au boycott. C'est-à-dire que depuis, on est plus serein, quoi. Poursuite de militants concernant l'appel au boycott et un nouveau rebondissement. Darmanin a parlé de dissoudre BDS. Ah ouais. Je regarde le 17 octobre. Après, je sais pas comment tu peux matériellement dissoudre BDS, mais donc bon. Le 17 octobre, il y a eu une décision de la Cour de cassation. Pour reprendre le truc sur les soulements de notaire, on ne dissout pas un mouvement. Voilà. Et qui a relaxé les militants qui avaient été condamnés pour appel au boycott des produits israéliens. Donc, le boycott d'Israël est légal s'il ne constitue pas une discrimination, c'est-à-dire que... Il est mal renseigné, le ministre de l'Intérieur. Les individus parce qu'ils sont juifs, ni parce qu'ils sont israéliens, mais on ne dissout pas des entreprises, des institutions qui participent à l'oppression des Palestiniens. Et ça, c'est important à avoir en tête, cette distinction, c'est-à-dire que dans le cadre du boycott culturel, par exemple, on boycotte les pas artistes, tout ça. Parce qu'il est israélien. Si un individu, un artiste israélien vient faire un concert en France, on va pas le boycotter juste parce qu'il est israélien. Par contre, si l'événement est sponsorisé par l'ambassade d'Israël ou par le ministère de la Culture israélien, là, l'événement sera boycottable parce que c'est une institution israélienne. Donc on s'attaque vraiment aux institutions. Mon pauvre, t'imagines, la même semaine, il dissout le BDS. C'est vraiment une campagne qui est non discriminatoire. C'est une campagne que les Palestiniens ont pensée comme antiraciste. Donc actuellement, tout est légal dans vos démarches, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Pour revenir, donc, c'est tout à fait légal ce qu'on propose. Par exemple, vous parliez de personnalités ou de chanteurs ou d'acteurs, peu importe, qui soutiendraient par exemple la politique de l'État israélien actuel. Est-ce que vous appelez à le boycott d'achat de leurs films, leurs CD et ainsi de suite? Alors, il faut savoir que la campagne BDS... Moi, j'appelle au boycott du compte Twitter de Julien Baloul. Vous pouvez le boycotter, vous pouvez le masquer. C'est une campagne stratégique, coordonnée, qui vient de Palestine, etc. Mais qui ne peut pas empêcher d'autres personnes d'avoir des initiatives de boycott à côté. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu une campagne de boycott qui a été lancée contre Cyril Hanouna pour l'émission TPMP. Ils vont dissoudre l'autre NPA. Je vous avoue qu'à BDS France, on a d'autres activités, que regarder TPMP, donc on n'avait même pas vraiment suivi cette histoire. Mais j'avoue, j'avais pas suivi. Tous les gens ont décidé de boycotter TPMP, ils l'ont dit, il y a eu une chute d'audience, et c'est très bien. Ça concerne pas la campagne BDS, mais ça veut dire aussi que les gens qui regardent un programme ont quelque chose à dire sur ce programme. Et si les gens le faisaient pas qu'une fois de temps en temps pour TPMP, mais le faisaient tout le temps pour toutes les chaînes qui ramènent la propagande israélienne et tout, on serait peut-être un peu mieux informés en France, quoi. L'outil du boycott a été également employé dans d'autres causes historiques comme en Afrique du Sud. Pourriez-vous nous faire un petit retour sur ce dispositif? Alors oui, du coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand les Palestiniens créent la campagne BDS, ils ont en tête les différentes expériences de boycott qui ont existé. Ça a été un peu réfléchi le projet quand même. Ils ont en tête l'expérience de l'Afrique du Sud. Il y a eu énormément de liens entre les Palestiniens qui luttaient contre la colonisation et les militants de l'ANC en Afrique du Sud qui militaient contre l'apartheid. Et c'est la situation d'apartheid des Palestiniens a été reconnue
en premier lieu par... Les meilleures dingueries d'Hanouna quand il dit que les gens qui regardaient pas TPMP après l'appel au boycott étaient antisémites. MDR. MDR. Après, je rappelle qu'Hanouna s'est exprimé aussi et a expliqué qu'il était le premier à défendre le racisme. Ah là là, vous avez regardé Complément d'enquête ou pas? Moi j'ai vu la fin vite fait, ça avait l'air pas incroyable, mais bon. C'était une base quoi, c'était une bonne base quand même. C'était vraiment la plus grande expérience d'instrumentalisation de l'antisémitisme. C'est un ouf. Les militants de l'ANC, vraiment, il est en roue libre ce mec. Qui avaient eux-mêmes subi une politique d'apartheid et qui reconnaissaient dans la situation des Palestiniens une situation d'apartheid. Donc il y a eu depuis toujours des liens très forts entre les Palestiniens et les militants d'Afrique du Sud, mais il y a eu aussi toujours des liens très forts entre l'État d'Israël et l'État ségrégationniste qui dirigeait l'Afrique du Sud de l'apartheid. Donc dans les deux sens, en fait, il y avait des alliés. L'État d'Israël était allié au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et les Palestiniens, quand ils ont lancé cette campagne, c'est aussi avec l'expérience de l'Afrique du Sud et des camarades de l'ANC qui ont pu... ça avait l'air pas ouf sur 20, ouais, c'est ça. La campagne de boycott, elle a fini par être... C'est moche, mais ce genre de bully avec un serment de toute-puissance, ça comprend que la violence. Ouais, il y a les des plus chances. âgés avec lesquels on discute dans la campagne BDS, ils se rappellent très bien d'une campagne de boycott des Oranges Outspan, donc les Oranges d'Afrique du Sud, et c'était vraiment répandu, le boycott de l'Afrique du Sud. Il y avait aussi un boycott culturel qui était intense, c'est-à-dire que les artistes n'acceptaient plus d'aller se produire en Afrique du Sud. Et vous avez vu aussi quand Macron a voulu faire quand ils ont voulu faire du boycott culturel des artistes, c'était les artistes maliens, c'était les artistes d'où? C'est des ouf, hein. Ils ont dit non, voilà ça, voilà, on refuse les visas des artistes qui viennent de tel pays. Et franchement, on a un gouvernement, mais complètement à la masse, quoi. Que dans les compétitions sportives, l'Afrique du Sud n'avait plus sa place dans les compétitions sportives internationales. Et du coup, cette ostracisation de l'état d'apartheid l'a obligé à abandonner cette politique d'apartheid. Évidemment, aujourd'hui, la situation en Afrique du Sud, elle n'est pas idéale. Il y a encore des inégalités importantes, etc. Parce que tout ne peut pas se réparer en un claquement de doigts. N'empêche que dans le droit, il n'y a plus d'apartheid. Oui, ce qui est quand même non négligeable. Ce qu'on faire avec Israël, c'est la même chose que ce qui a été fait pour l'Afrique du Sud, c'est-à-dire tant que les produits de Johnny Clegg, les plantains en wax, le boycott de l'Afrique du Sud, le revers de la médaille, ostraciser Israël MDR. Et toutes les entreprises, les institutions qui participent à l'oppression des Palestiniens pour à la fin pouvoir mettre en place les conditions pour les Palestiniens de réaliser leur droit à l'autodétermination. J'ai une dernière question, parce que vous nous avez parlé des artistes et des sportifs qui refusent d'entrer en compétition avec certains athlètes israéliens notamment. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche-là? Alors, en fait, c'est toujours dans la campagne BDS. C'était le PAP, ça valait le coup, ouais, bah oui. Toutes nos actions, elles doivent permettre à dire concrètement la situation vécue par les Palestiniens. C'est-à-dire que là, dans ce que j'ai expliqué sur les campagnes BDS, ça dit clairement la situation des Palestiniens. C'est-à-dire que ça permet de parler de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid, du fait que les sportifs sont ciblés par Israël de manière volontaire. Et en fait, c'est important que ça permette toujours de parler de la situation des Palestiniens. Et quand des sportifs parfois décident de le problème de syntaxe, j'ai même pas capté. Et de ne pas affronter l'adversaire. Après, c'est vraiment 40 minutes de vidéo, quoi. Parler des Palestiniens, ils permettent de dire moi, j'accepte pas ce qui se passe en Palestine. En plus, je crois qu'ils montent à peine. Ils ont juste rajouté des petites images, mais je crois qu'on a vraiment tout. Palestine qui est pas normal, et ça permet de le dire. Donc c'est bien. La première fois que je regarde cette vidéo, c'est logique. Quand même
on n'est pas forcément, on n'encourage pas forcément les gens à se mettre en danger tout seuls, personnellement, avec leur carrière qui sera du coup remise en cause. Il y a des gens qui ont pris des très lourdes sanctions pour avoir refusé d'affronter. Après, le propos est limpide. Il y a aussi tout, quoi. Derrière, il y avait la dans ce que tu dis. La fédération sportive, il y a des négociations. Les questions sont pertinentes et tout. Je veux dire, au niveau du sport, c'est vraiment très intense la façon dont Israël profite du sport pour redorer son image. Mais oui, c'est création, clair. Par exemple, d'une équipe de cyclisme pour le Tour de France, c'en est un exemple parfait. C'est-à-dire que Sylvain Adams, c'est un homme d'affaires israélo-canadien qui est très riche et qui décide, il y a 4 ans, de créer une équipe cycliste pour participer au Tour de France. Très précis, très explicite. Il appelle son équipe Israël Startup Nation. Au début, elle a changé plusieurs fois de nom, mais il l'appelle avec le nom Israël dedans. Et quand il est interrogé par France Télévisions, qui lui demande « Mais qu'est-ce que c'est votre marque ?» Puisque toutes les équipes, elles ont une marque. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Ma marque, c'est Israël. Oui, je fais de la diplomatie, je viens là pour promouvoir Israël. » Et il le dit clairement. Donc, c'est un passage. Ce qui est assez ouf, c'est que souvent les sionistes se cachent pas sur leur projet, sur leur travers, ce qui fait que rien que dans la télévision française, on entend des dingueries, mais d'un niveau assez ouf, quoi. Là, voilà, très, très premier degré, voilà, ma marque c'est Israël. On a réutilisé, nous, pour montrer toute une stratégie israélienne qui existe depuis 2005, c'est-à-dire qu'en 2005, Israël a créé un programme qui s'appelle Brand Israël, et dans ce programme, beaucoup d'argent est investi pour redorer l'image d'Israël à travers la culture, le sport, les échanges universitaires. Et du coup, ça fait partie des opérations qui sont créées pour donner une bonne image à Israël, clairement. Du coup, ces opérations dans le sport, elles existent aussi notamment à travers le Trophée des champions. C'est-à-dire qu'il y a eu une négociation entre Sylvain Adams et la FIFA pour que le Trophée des champions, qui est une compétition française, ait lieu en Israël. Donc, dans un moment où on parle d'écologie, de crise climatique, etc., deux équipes de football sont allées en Israël disputer un match qui était un match entre deux équipes françaises. Du coup, nous, vraiment, on appelle à la vigilance par rapport à toutes ces initiatives sportives qui sont prises uniquement dans le but de redorer l'État d'Israël. Et voilà, et ça fait partie des campagnes de boycott. Donc, ce qu'on encourage plutôt les sportifs à faire, c'est de plutôt mener des campagnes collectives et de ne pas s'exposer forcément individuellement tout seul, mais essayer de discuter avec les fédérations sportives, avec les sponsors. Voilà, il y a des choses à faire, notamment en direction de Puma, par exemple. Puma sponsorise pas mal d'équipes africaines. Il y a du travail à mener dans ce sens-là. Et voilà. Donc on appelle à faire au maximum des choses collectives, quoi. Très bien. Merci Monir Hamoun. C'est la fin de cet entretien. Merci Monir Hamoun. De s'abonner et de partager cette émission. Et puis à très bientôt sur Mizan TV. Merci beaucoup. Donc voilà. Je vous envoie le lien de la vidéo sur Mizan TV. Ah ouais, 134 000 vues. C'est un banger absolu, la vidéo. Sorti il y a 2 semaines. Voilà. Alors, bon, c'était un court live, on va s'arrêter là. Donc on a vu comment voilà, ce qu'on peut faire. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est ouf, hein, le nombre de le nombre de vues, mais c'est très bien, c'est un sujet qui intéresse. Et donc comment faire, effectivement, en fait les gens se posent cette question, qu'est-ce que je peux faire, machin, ils vont en manif, c'est très bien, mais ils peuvent se dire, ah putain c'est un peu redondant là, oui mais d'accord, je vais en manif, c'est très bien, mais je vois les dingueries sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe sur place et tout, qu'est-ce que je peux faire concrètement. Et donc concrètement, rejoindre la campagne BDS, amplifier la campagne BDS, le boycott de Carrefour notamment est un enjeu très très important, très
très important. L'idée, c'est d'isoler l'État d'Israël sur la scène internationale. Et c'est quelque chose qui est à notre portée. Donc voilà ce qu'on peut faire. On peut rejoindre des groupes BDS près de chez nous. S'il n'y a pas de groupe BDS près de chez nous, on peut former son propre groupe BDS. Voilà, et BDS France soutiendra tout à fait l'initiative. Donc, il y a des choses à faire. Il n'y a que des choses à faire, j'ai presque envie de dire. Voilà. Hashtag boycott Carrefour. Ah ouais, en même temps, on est en train de m'appeler. Attendez. Je suis appelé par Ashraf. Le fameux Ashraf. Voilà, je lui envoie un petit message. Et puis, moi, ce que je vais faire, je vais vous envoyer chez Tata Drapi. Parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans les lives 72 for Charity. Là, je le dis en français carrément. Donc, on va vous envoyer chez Tata Drapi. Voilà, parce que là, actuellement, il y a une initiative de faire du live, récolter de l'argent pour la Palestine. Donc, let's go, c'est tout pour aujourd'hui les gens. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, on continue le True Crime avec Coxinou et Supplémentaire, où on regarde un documentaire de True Crime, vous pouvez voir le replay sur la chaîne. Lundi, on le continuera, et vendredi, on fera un nouveau live avant que je parte. On fera un live Islande avec le streamer Ici Islande qui vit en Islande. Voilà, ça sera un truc spécial Islande. On continue la langue, la culture, tout ça. Voilà, ça c'est les lives de la semaine prochaine sur cette chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gens. Ah ouais, faut que je mette la musique, c'est vrai. Faut que je vous mette la musique de fin. Donc Sophie for Cool, boycott Israël et en attendant, allez vous faire foutre.